Hey, 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 hey! Nous sommes rendus à N03. On est à Cuba. Hola, ¿qué tal? Je suis quasiment transparent. Ben, en fait, oui, c'est super cool qu'on soit rendu à N03 parce que c'est un... En fait, c'est... Oh, je viens de perdre un petit bout de mon logiciel. Ok, non, c'est revenu. Ok. Euh, Donc, c'est une partie qui est importante parce que là, on va rentrer un peu plus dans le langage en tant que tel. C'est le seul fascicule qu'on va rentrer plus dans le langage. Après ça, ça va être vraiment euh, d'utiliser le langage pour faire les circuits qu'on a besoin de faire. Mais c'est important quand même que je fasse un peu de vocabulaire au niveau du langage VHDL pour que vous soyez en mesure de comprendre quand je parle de quoi je parle. On va essayer de sortir du côté abstrait. On va le désabstractiser. Je sais pas si ça se dit. Donc, il y a trois choses dans le langage, trois façons de coder différentes. Puis ce que je vais parler là, c'est vraiment dans l'architecture. C'est pas l'entité, c'est vraiment au niveau de l'architecture. On peut coder des circuits de trois façons différentes qui sont équivalentes, mais ils ont chacun leur force. Il y en a qui ont des forces pour certaines choses, puis d'autres, c'est pour d'autres choses. Par exemple, euh, vous avez codé jusqu'à maintenant en flux de données pour rentrer des équations. Mais il y a d'autres façons de faire pour rentrer du code, rentrer des circuits. Euh, Fait que c'est ce qu'on va voir dans ce fascicule-là. Vous avez dans le fascicule, euh, pas le fascicule, mais dans le livre, donc dans le livre au chapitre 5, section 3.6, donc section 5.3.6, vous avez, ça c'est à la page 275 et 2 à 278. Vous allez avoir des notions, donc la manière de voir du livre. Je vous invite à lire ça. Euh, on va avoir un petit devoir sur la conception de circuits combinatoires. Je vais y revenir dans une des vidéos. Je pense pas être dans ce vidéo-là, mais dans une autre vidéo, je vais vous donner ce devoir-là à faire. C'est assez simple. Ça a l'air complexe, mais c'est simple. Puis vous allez avoir le laboratoire aussi. J'ai vraiment un problème d'écran. Je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas. Euh, J'espère que ça apparaît pas sur votre vidéo. Donc, puis le laboratoire qui va venir, vous allez fabriquer un décodeur à 7 segments. C'est cool, vous n'aurez même pas d'équation à faire. C'est ça, c'est vraiment cool. Alors, les assignations directes et conditionnelles en VHDL, donc c'est la méthode par flux de données. Donc, la méthode par flux de données, c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ce qui veut dire rentrer des équations. Mais il y a aussi on peut rajouter des conditions aux assignations. Donc, quand vous avez une assignation, je vais aller au tableau d'ailleurs avec ça. Oh, ma caméra a été twistée. On va faire un petit ajustement. C'est vraiment juste pour dire. Parfait. OK. Donc, c'est pas mal beau avec le chapeau. Donc, lorsque vous avez une assignation à faire, hein, vous avez votre signal, puis vous faites flèche avec un égal, puis là, vous mettez votre équation ici. Je vais marquer équation. Point, virgule. Vous finissez toujours avec un point, virgule. Ça, c'est une assignation directe. On appelle ça une assignation directe parce que ça, c'est l'équation que tu veux tout le temps. Donc, peu importe la valeur qu'elle va prendre, ça va l'assigner au signal automatique. On peut faire aussi des assignations conditionnelles, ce qui veut dire, moi, je vais avoir sig2 égale à, par exemple, A and B, when on rajoute une condition, when C égale 1. Others, non, c'est else. Else, je veux que ça soit
not B or A. Point virgule. Donc, je viens de mettre une condition. Si C est égal à 1, tu fais A et B comme équation. Sinon, si j'ai pas cette condition-là, tu mets not B or A. Tadam! Donc, j'ai fait une conditionnelle, une assignation conditionnelle, mais on appelle ça en flux de données parce que c'est directement relié. Il n'y a pas de comportement lié à ça, c'est vraiment juste l'équation. Bon, je n'essaierai pas de définir plus qu'est-ce que c'est le flux de données. On va l'appeler comme ça. C'est aussitôt qu'on a une assignation en dehors d'un process. On va voir éventuellement ce que c'est un process. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vu tant que ça les process. Vous avez vu juste des assignations directes comme ça. Ou conditionnelles, vous ne l'avez pas fait, mais on va pouvoir en faire. OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des flux de données. On va en avoir deux autres. On a le flux de données. On va en avoir deux autres qu'on va voir durant ce fascicule-là. Okay? Je reviens ici avec mon gilet transparent. OK. Donc, on va justement faire la distinction entre flux de données structurel et comportemental. Donc, et vous avez la section 4.12 à la page 228 à 229 et section 5.5-6 page 266 à 272. Si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, vous pouvez lire ça. C'est intéressant. Je pense qu'avec ce que je vous donne là, vous n'avez quand même assez, mais si vous voulez aller plus loin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein, votre but, c'est de comprendre. Moi, je vous donne ce que je peux, ce qui est nécessaire. Je vous donne des raccourcis avec moi, comment je l'ai compris, puis comment je pense que vous le comprenez aussi, parce que ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne ça. J'acquiers encore des trucs, puis c'est pas tout le monde qui le comprend de la même façon, mais je peux pas faire la démarche pour vous. Vous devez faire des démarches, faire des exercices, lire, pousser, travailler jusqu'à temps que ça rentre. C'est comme conduire une auto. Tu peux pas juste conduire une auto juste en la regardant. Il faut que vous soyez assis en arrière du volant puis vous essayez. Hein, c'est une super belle analogie. En plus, on parle de volant. Vous avez le volant des mains. C'est à vous autres à faire le reste. Moi, je suis à côté puis je vous dis, tourne à gauche, tourne à droite. Mais si vous rentrez dans le mur, je vais rentrer avec vous autres, malheureusement, mais c'est ça. OK? OK. Donc, les flux de données, c'est des assignations comme on a vu. Fait que, par exemple, on a ici un exemple de multiplexeur 4.1. Vous avez fait un multiplexeur durant le lab N01. Ça fait déjà un petit bout de ça. Je vais retourner au tableau pour vous l'expliquer, puis c'est ça qu'on va utiliser comme exemple, puis on va le faire en flux de données, en structurel, puis en comportemental. C'est un exemple qui se fait dans les trois façons. Fait qu'on va l'utiliser pour faire la comparaison. Par contre, c'est pas toujours vrai que tout se fait bien dans les trois façons. Moi, j'aime bien utiliser le comportemental quand c'est possible. Puis, on va voir plus tard pourquoi. OK. Donc, qu'est-ce que c'est un multiplexeur? Je retourne au tableau. Bon. Donc, un multiplexeur, c'est un sélecteur. OK? C'est une forme de sélecteur. Si je fais un multiplexeur à 2,1 qu'on appelle MUX 2,1, j'ai deux entrées, on va l'appeler E0 et E1, puis j'ai un contrôle qu'on va appeler C, puis j'ai une sortie S. OK? Ça, si mon entrée de contrôle, ou si on veut, j'aurais pu l'appeler mon entrée de sélection, s'il est à 0, c'est E qui va passer. Donc, c'est comme si j'avais ici une switch contrôlée par ça. Hein, vous vous souvenez, j'ai déjà montré ça au tableau. Donc, ça, c'est un multiplexeur 2,1. Donc, lorsque j'ai 0, je sélectionne celui-là. Quand j'ai 1, c'est lui qui va sortir. L'équation de ça, S, si je l'écris en flux de données,
je vais avoir à quelque part en dessous de mon architecture, je vais avoir quelque chose comme S assignation à E0 and not C or, parenthèse parce qu'en VHDL, il aime bien voir, or E1 and C, schlac, point virgule. Ça, c'est une assignation du système du multiplexeur de 1 en flux de données. L'exemple que j'ai dans les notes de cours, c'est un multiplexeur 4-1. Donc, un multiplexeur 4-1, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose, mais à 4 entrées. 2, 3, 4. Puis, pour sélectionner, être capable de sélectionner 4 entrées, ça me prend 2 bits de contrôle. Donc, je vais avoir le bit C0 puis le bit C1. Puis ici, j'ai besoin de l'entrée E0, E1, E2 et E3. Puis j'ai ma sortie S. Là, par contre, c'est plus complexe, mon équation. On voit que quand j'ai 0, 0, quand le contrôle est 0, 0, c'est lui qui passe. Fait que ça prend les 2 bits pour contrôler quelle sélection je vais faire. OK? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, je l'écris 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ça, c'est la valeur que le contrôle prendrait pour être capable de sélectionner. Ça, c'est le comportement du système d'un multiplexeur MUX 4, 1. Si vous lisez n'importe quelle littérature sur Internet, comment se comporte un MUX 4.1, c'est comme ça, comme je viens de vous l'expliquer. Okay? Donc, il y a des circuits qui se comportent comme ça. On peut acheter des TTL encore, ça se trouve, mais bon, c'est plus nécessairement utile. Mais on peut aussi le coder en VHDL pour décrire ce comportement-là. Puis on peut en décrire des 8.1, des 16.1, des n'importe quoi. Je pourrais même en avoir 64 en parallèle pour sélectionner 64 bits en même temps. C'est possible. Okay? Je peux faire ce que je veux. Je dis souvent qu'en VHDL, je suis Dieu. Juste en VHDL. OK, je décide, je fais ce que je veux. Donc, c'est ça qu'on code dans l'exemple des notes de cours. C'est un 4-1 qu'on fait. OK? Donc, on a moyen de sortir l'équation telle qu'elle. Je retourne les notes. Donc, si vous regardez des notes de cours, on a justement le code du MUX 4.1. J'ai même pris le temps de sortir la forme symbolique de l'équation, okay, de l'équation canonique. Donc, je l'ai sorti ici, puis je peux sortir la table de vérité de ça et faire en sorte que j'ai une équation simplifiée. Vous voyez que ça serait un petit peu difficile de la sortir, cette équation-là. Il y a 6 variables. Je la sortirai pas. Parce que 6 variables, là, c'est du travail. Okay? Par contre, on peut la réfléchir un petit peu plus côté logique. Ce qu'on se rend compte, c'est que E0, on l'a ici, là, E0, il est actif quand j'ai note C1 et note C0. Donc, c'est un terme en et avec les 2 entrées de contrôle inversées quand ils sont à 0, 0, je suis en haut. C'est E0 qui sort. Quand ils sont à 0, 1, donc l'entrée de contrôle 1, C1 est à note. Ici. L'entrée de contrôle 1 est à 0, l'entrée de contrôle 0 est à 1. 0, 1. Donc, note C1, c'est 0. And E1, c'est là qu'elle va sortir. C'est là que E1 sort. Donc, c'est bien ce que j'ai comme équation ici. Puis ainsi de suite. Donc, en fait, peu importe l'équation que j'ai là, c'est tout ça pour vous montrer que je peux décrire le comportement de mon MUX 4.1, de mon multiplexeur 4.1,
avec une équation logique que j'assigne directement. Donc, je l'assigne directement à une sortie S. OK? C'est tout. Ensuite de ça, c'est une façon de faire en flux de données. D'ailleurs, c'est bien écrit dans ma figure. C'est un flux de données. OK? Maintenant, il reste deux choses, deux méthodes que je vous ai parlé. Il y a les flux de données, mais il y a aussi en structurel et en comportemental. Donc, là, on va voir en structurel. Structurel, ça le dit. Je fais une structure. Ce qui veut dire, je vais placer des blocs qui vont se comporter comme cette machine-là. Ah, je pense que je viens de trouver mon problème d'écran. C'est mon connecteur qui est mal branché. OK. J'espère que c'est ça. Donc, structurellement parlant, si je regarde ça, qu'est-ce que ça me dit? Oh, regardez ce que j'ai là-dedans. J'ai essayé de la rentrer en une page. Bon, ça rentre en une page, mais ça rentre pas à l'écran, là, mais ça rentre en une page. Je sais pas si je peux rapetisser. Ce serait pas pire, ça. Où est mon curseur? Il est là. Ah, wow. Ouais. OK. Donc là, j'ai tout mon code au complet. Alors, regardez bien. Structurellement parlant, ça veut dire que je vais prendre des blocs puis je vais les connecter ensemble. Visuellement parlant, là, ce que vous voyez dans le code présentement, il est là, votre code. Ce que vous voyez dans ce code-là, il faut que dans votre tête, vous voyez un schéma bloc. Parce que c'est ce que c'est. C'est un schéma bloc avec des fils entre des blocs. Et là, je vais aller au tableau avec ça. Checkez bien ça. Boing. Un MOX 4.1. Oh, ben, attends un peu. Avant d'aller au tableau. Moi, juste vous montrer. Oui, c'est ça, OK. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le MOX 4.1, je l'ai monté avec des portes logiques qui sont en fait des composants dans le langage. Au lieu de rentrer une équation, je vais chercher les blocs de portes logiques qui se comportent comme des portes logiques, puis je vais les connecter ensemble. C'est vraiment pas une manière que j'aime faire, mais c'est pour vous montrer que je peux prendre des blocs et les connecter. Okay? Alors, ce qu'on se rend compte, si on va regarder l'équation, parce que on se rend compte que l'équation, j'ai besoin là-dedans. Si vous regardez l'équation du MOX 4.1, on a besoin de quelque chose comme ça. 4 portes logiques. Je vais le mettre de même. Puis j'ai aussi besoin de un autre à 3 entrées comme ça. Paf, paf. Et je vais mettre des couleurs pour qu'on voit mieux. Là. On a besoin de... Je vais passer l'autre bord. Ça, c'est E0. Ça, c'est E1. Puis je vais effacer ça. On n'a pas besoin. J'ai aussi E2, puis E3. J'ai aussi besoin de ça ici. Ça, c'est C0. Puis C0, là, il est branché comme ça. Jusque-là. Puis j'ai besoin de C1. OK? Donc, mon équation, là, S, c'est un OU là-dessus, méga OU. S. OK? Donc, ça veut dire que S est égal à C1 bar C0 bar E0 ou C1 bar C0 E1 ou
C1, C0 bar E2 ou C1, C0 E3. Ça, c'est mon équation. Je n'ai pas besoin de point-virgule, c'est pas du VHDL, ça c'est une écriture tableau. Ça, c'est mon équation de mon MOX 4.1. Okay? Mon MOX 4.1, ça serait le circuit qu'il faudrait que je fasse. Là, ce que j'ai fait, c'est que dans le langage, j'ai accès à des librairies. J'ai accès à une librairie qui s'appelle, qui me permet d'aller chercher, excusez pas qui s'appelle, mais qui me permet d'aller chercher des composantes et à 3 entrées avec des versions de leurs entrées inversées. Ici, ça serait AND 3 pour 3 entrées, ball 2, ce qui veut dire qu'elle a 2 entrées inversées. J'ai aussi le AND, ça c'est un AND 3, ball 1. Même chose ici, c'est un AND 3, ball 1, ball pour inversion 1. Puis ici, ça serait juste un AND 3. Ici, c'est un OR 4. OK? Fait que ça, c'est des blocs. Carrément, c'est un bloc. J'aurais pu le dessiner juste un carré avec des entrées. OK? Ça serait la même affaire. Mais c'est vraiment le dessin du circuit. Si je retourne dans le code, on va retrouver exactement ce circuit-là, mais écrit en texte. Puis là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on voit bien ici que j'ai mon N3, j'ai mon N3B1 puis N3B2. Avez-vous remarqué que j'ai besoin de 2 N3B1, mais j'ai un seul component ici de déclarer. C'est une déclaration. Ça veut dire que je dis à mon synthétiseur de circuit, tu vas avoir besoin de cette pièce-là, assure-toi qu'elle est compilée. Si elle ne l'est pas, donne-moi une erreur. Okay? C'est ça que ça veut dire. Quand on déclare, tu parles à ton synthétiseur quand tu codes, quand on dit que c'est un langage, c'est qu'on parle à quelque chose, on parle à quelqu'un. On parle au synthétiseur de circuit. On lui dit qu'est-ce que tu veux avoir comme circuit. Donc là, première étape, c'est suite après la déclaration de l'architecture qui est ici, le début de l'architecture commence ici. Je viens rajouter des composants. Tous les composants que j'ai besoin dans ce circuit-là. Donc, j'ai besoin du component N3, du component N3B1. Je vais en avoir besoin de 2, mais j'ai juste besoin de le déclarer une fois. Okay? Pour dire, y est-tu compilé? S'il l'est, parfait, ça passe tout droit, puis il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai besoin du N3B2, parce que je n'ai besoin d'une. Puis j'ai besoin du component R3. Si vous regardez, vous avez effectivement les ports sur chacun des blocs. Le N3 a 3 entrées, donc c'est 3 inputs plus un output. Même chose pour toutes les N3. La famille des N3, c'est toujours 3 inputs puis un output. La façon que la librairie a été codée, elle a été codée pour que c'est toujours les boules qui sont inversées, les boules inverseuses sont toujours sur les premières entrées, ce qui veut dire I0. Puis s'il y en a deux, ben c'est I0 et I1. Okay? C'est fait comme ça. Faut lire bien la documentation pour se servir de ces composants-là. Donc, moi, c'est parce que je l'ai lu, puis là, je vous le dis. Okay? Vous n'avez pas besoin de faire cette lecture-là. C'est un exemple pour vous montrer comment on peut faire la structure. Habituellement, on ne fait pas ça. Habituellement, on fait nous-mêmes notre propre circuit, puis c'est nous-mêmes qui insérons nos propres composants à l'intérieur du code, puis on vient les brancher ensemble. Là, ben, j'ai pris des composants qui sont déjà codés pour moi, mais je les branche ensemble. C'est ça l'idée. C'est surtout le branchement que je veux que vous reteniez. Ensuite, j'ai besoin de signaux internes. Donc, c'est les signaux qui sont, regardez bien, je vais passer au tableau. Les signaux internes, c'est pas ça ici. Les signaux internes, c'est eux autres. Regardez, ça, c'est mes entrées. Si je faisais la limite de mon entité, elle est ici, mon entité. Puis elle est ici. Ça, c'est la limite de mon entité. J'entre ce qu'il y a là, puis je sors là. Fait que voyez-vous que ça, ce signal-là, il est direct, ce signal-là, il est direct, ce signal-là, il est direct. Il n'y a pas besoin de signal interne.
Par contre, ici, j'ai des signaux internes. Lui, j'en ai déclaré justement 1, 2, 3, 4. J'ai 4 signaux internes. Il y en a un qui s'appelle S and 0, S and 1, S and 2, puis S and 3. Ça, c'est en plein ça. Bon, évidemment, il y a des underscore S, des underscore I, mais c'est pas important. OK? Le underscore S, underscore I, puis underscore O, c'est seulement pour coder en VHDL que je fais ça. C'est dans le code VHDL, c'est pour me reconnaître où sont mes signaux internes, où sont mes signaux d'entrée-sortie. Mais au tableau, je les mettrai jamais. En tout cas, habituellement, je les mets pas. Je lâche un peu. OK? Donc, j'ai déclaré mes signaux internes et ça va me permettre de connecter les blocs ensemble. Alors, regardez bien. On dit que le composant N3, c'est le dernier qui est branché sur E3. Alors, regardez bien. Celui qui a un N3, il est ici. C'est mon U4. Ça, c'est mon instantiation. C'est là que je la plug. Instancier veut dire créer la pièce ou la faire venir au monde. OK? Donc, la déclaration, et là c'est important, déclaration, instantiation, je vais vous poser souvent ces questions-là. Je veux que ça soit bien compris la différence. C'est plate là, c'est du par cœur, mais ça va vous être utile non seulement en VHDL, mais ça va vous être utile en langage C, puis n'importe quel langage texte que vous allez utiliser. Vous allez toujours avoir la notion de déclaration et d'instanciation ou d'initialisation si vous préférez. Dans le cas de VHDL, on parle d'instanciation parce qu'on crée vraiment une composante. On n'a pas, c'est pas une variable qui est en mémoire flottante, un peu virtuelle. C'est vraiment une composante qu'on va placer dans le circuit. OK? Donc, si je reviens ici, fin de la parenthèse. Donc, U4, c'est mon N3. Regardez, N3, il est branché vraiment sur E3. Puis j'ai C1, puis C0. Il n'y a pas d'inversion dessus. OK? Ben non, il n'y aura jamais d'inversion, c'est vrai. Les boules sont incluses dans la pièce. Fait que je n'ai pas à mettre d'inversion nulle part. Ensuite, la sortie. La sortie de mon N, j'en reviens au tableau. Ouais. La sortie de ce N3-là, c'est mon SN3 qui s'en va sur mon OR4. Regardez bien, je reviens ici. On a bien mon SN3 qui est ici dans mon entrée de OR4. Puis le SN3 est sur la sortie de mon N3. Hein? Je reviens sur mon tableau. La sortie de mon N3, c'est mon SN3. Puis c'est une entrée de mon OR4. Donc ce signal-là devrait être en sortie de lui puis en entrée de lui. Puis ça, là, ce dessin-là, vous allez le voir directement dans le code. Il y en a un qui est branché sur une sortie, puis l'autre est branché sur une entrée. Lui, ici, mon SAN2 est sur une des sorties, sur un des deux N3B1. Ça, c'est un N3B1. Ça, c'est B1 en passant. C'est ça que ça veut. C'est mal écrit, là, mais c'est un B1. Ça aussi, c'est un B1. Si vous avez suivi la vidéo, vous allez le voir. Okay? Donc, ici, on voit bien là, le SAN2, le signal interne entre le N2 et le R. On voit bien que c'est une sortie de ça, mais c'est une entrée de lui. Si je retourne dans le code, ici, même affaire. Mon SAN2, vous voyez ici, c'est la sortie d'un N3B1, mais c'est une entrée de mon R4. Et là, ce que je suis en train de vous faire remarquer, c'est que pour être capable de faire ce circuit-là, ce dessin-là, ou d'écrire le code qui est là, je dois nécessairement, et là, je devrais même l'écrire, et je vais faire ça. Tiens. Nécessairement,
me faire un dessin. Je dois faire ce dessin-là. Le dessin qui est ici, là, je l'ai fait avant de coder. Si vous n'avez pas le dessin, vous n'avez aucune idée du dessin que vous devez écrire. Vous devez nécessairement vous faire un dessin. Quand on est en structurel, lorsqu'on code du structurel, parce que c'est ce que je suis en train de vous montrer là, donc en VHDL, la partie structurelle, vous devez avoir un dessin pour vous comprendre. Sinon, c'est pas long que... premièrement, on a besoin pour la documentation, mais deuxièmement, c'est pas long qu'on se trompe. Puis je vais vous montrer peut-être dans une autre vidéo, je vais vous montrer un dessin structurel que moi j'ai dû me faire, puis j'en ai plus qu'un en fait, parce que j'ai fait des modules, tous des composants différents, puis je les ai branchés ensemble, puis ensuite j'ai pris ce sous-module-là, je l'ai plugué dans un autre plus gros module, ainsi de suite, et j'ai plein de dessins. Je commence par des dessins avant de faire la fonctionnalité. Donc c'est super important. Le structurel, c'est un dessin. C'est une façon de coder un dessin. Je vais le dire comme ça. C'est une façon de coder un dessin en texte. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi on ne prend pas un logiciel de dessin? C'est parce que du texte, c'est portable. Je prends mon logiciel, je le passe au vidange, puis j'en prends un nouveau d'une autre compagnie, je prends mon code, il marche. Si je prends un logiciel qui fait du dessin LabVIEW, j'ai pas d'autre réponse. Il y a juste LabVIEW qui va prendre du LabVIEW. Puis si je change de version, si je prends une vieille version, ça marche plus. Okay. Du VHDL, vous prenez le code, ou du C, du C++, du Python. Vous prenez le code, vous l'amenez sur un autre ordi, sur un autre logiciel qui fait du Python ou qui fait du VHDL ou du C, si c'est du C. Ça va marcher. Il va peut-être avoir des ajustements, surtout pour le C, parce que ça dépend du processeur. Mais bien souvent, c'est le moindre moins de manipulation possible. En VHDL, habituellement, tout ce que tu as à faire, c'est repiner les pins, puis le reste, ça marche. Et c'est ça l'avantage. C'est pour ça on prend le temps de dessiner, puis on code en texte par la suite. Vous allez dire, oui, mais c'est long. Oui, c'est long. C'est vrai que c'est long. Mais il faut le prendre le temps, puis quand ça marche, vous êtes content. Surtout quand tu te fais un processeur avec un contrôleur vidéo, tout ça. C'est vraiment cool quand ça marche. OK. Donc, je vais en faire d'autres, mais ça, c'est un exemple. Donc, on fait vraiment des connexions entre les différents composants et mes composants sont nommés. Dans l'instanciation, quand je fais l'instance de chacun des morceaux, je les nomme. Ça, c'est son nom. Et ça, c'est le composant type qui est utilisé pour ce nom-là. Donc, c'est un N3B2. Donc, ça veut dire qu'il faut que le N3B2 soit dans les composants, dans les déclarations. Il faut qu'il soit déclaré pour que je puisse l'utiliser par la suite. Et là, ce que vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui dit que c'est quoi qui est branché où? Bien, regardez l'ordre dans lequel le composant a été fait. L'ordre dans lequel tu sais, quand vous faites votre entité, là, vous décrivez, bon, mais j'ai mon entrée 1, mon entrée 2, mon entrée 3, ma sortie 1, ma sortie 2, ma sortie 3. L'ordre dans lequel vous les mettez est important. Parce que quand vous allez les brancher, vous respectez cet ordre-là par la suite. Donc, vous voyez ici, ça c'est un N3B2. Le N3B2, on commence par I2, ensuite I1, ensuite I0, puis la dernière, c'est l'output. Ben, j'ai respecté ça. I2, j'ai branché E1, E0, puis ensuite, j'ai branché... Ah, j'ai répété la ligne 52. C'est la même ligne ici. Donc, la ligne 52 est répétée deux fois. Donc, l'entrée I3 de ce composant-là, c'est bien E0. Ensuite, j'ai branché C1. Ensuite, j'ai branché C0. Puis la sortie, c'est SEN0. Donc, l'ordre qui est défini ici, c'est l'ordre que j'utilise pour brancher mes fils dessus. OK? Donc, on voit bien la porte à 3 entrées plus une sortie. OK? Il y a 3 entrées plus une sortie. J'ai branché sur l'entrée I2. J'ai branché ici E0. Puis ensuite, I1 est branché sur l'autre en dessous, qui est C1. L'entrée I0
0 est branché sur C0. Puis la sortie, qui est la dernière ligne qui est ici, ben c'est bien mon send 0. Ainsi de suite. C'est bon? OK, ça c'est un exemple de structurel. On va en faire un autre dans une autre vidéo. J'espère que ça va être bien compris. OK. L'autre méthode, c'est la méthode la plus utilisée pour décrire des fonctionnalités. Pas des branchements, mais des fonctionnalités. Le structurel est là pour décrire des connexions entre les modules, alors que le comportemental, ça le dit, c'est pour décrire des comportements. Et pour faire du comportemental, j'utilise des process. Le mot réservé process en VHDL sert à faire du comportemental. Donc, on a l'exemple ici, regardez, ça ressemble à un case en langage C, parce que, en fait, c'est un case dans ce cas ici, mais c'est pas toujours des cases pour faire du comportemental. Ce que vous allez reconnaître, et là, prenez ça en note à quelque part, du comportemental, le mot-clé pour savoir si c'est du comportemental, vous cherchez un process. Si vous avez un process, c'est du comportemental. S'il n'y a pas de process, c'est du flux de données, sauf si vous avez des composants. Donc, deux mots-clés à retenir. Un component, il y a du structurel. Un process, c'est du comportemental. S'il y a ni l'un ni l'autre, c'est du flux de données. Ça se peut qu'il y ait les trois en même temps dans le même fichier, par contre. Donc, si vous voyez un process, vous savez, ah, là, ça, je suis en comportemental. Puis si vous voyez un component, ah, j'ai du structurel. Puis si vous voyez une assignation, ah, j'ai du flux de données. That's it. OK? Il n'y aura pas d'autres nouveautés à part ça. C'est après ça, là, à partir de la fin de ce fascicule-là, là, après ça, on va juste parler de c'est quoi un clock, c'est quoi une bascule, c'est ci, puis ça. Puis on va vous montrer comment le coder, mais en langage en tant que tel, il n'y aura pas tant de nouveautés que ça. C'est pas mal tout ce qu'on va voir. Donc, si je reviens à mon Mox41, regardez la fonctionnalité. Je regarde l'entrée CI. Et là, l'entrée CI, j'ai-tu mon entité quelque part? Ouais, j'ai mon entité ici. OK? Imaginez que vous avez toujours la même entité, mais là, tous les exemples, j'ai changé l'architecture. La première architecture, c'est l'architecture en flux de données. J'ai une autre architecture qui est en structurel. C'est la même entité, mais c'est l'architecture qui change. Donc, la façon de faire le circuit est différente, mais l'interface avec les broches sont les mêmes. Ce qui veut dire que si vous regardez ici, j'ai toujours mes deux mêmes entrées. Donc, j'ai E, puis C. E a 4 entrées, hein, E0, E1, E2, E3. Puis C, ben, c'est C0 et C1. Donc, on voit bien, là, j'ai les 2 bits de C, puis j'ai les 4 bits de E. Je redescends. Donc, quand j'appelle ici, je regarde C, ben, en fait, je regarde 2 bits, parce que c'est C1 et C2, C1 et C0. Donc, c'est les 2 bits de C. OK? Donc, je regarde, la façon d'écrire ça, je dis case, regarde tous les cas de C, toutes les possibilités de C. C'est ça que ça veut dire case. OK? When 00, quand il est égal à 00, donc c'est lui là que je regarde. Là. OK? C'est C. Quand il est égal à 00, assign E0 à la sortie. Quand il est égal à 0,1, je parle encore de CI. Quand il est égal à 0,1, assign E1. Quand il est égal à 1,0, assign E2. Puis quand il est égal à 1,1, assign E3. Je décris le comportement exactement du multiplexeur 4,1. J'ai pas à sortir d'équation. C'est-tu merveilleux, ça? C'est cool, hein? Pas d'équation. Je décris directement le comportement de mon MOX. Puis ça va marcher. Il va sortir lui-même les équations pour le faire.
C'est cool, hein? Ok, j'arrête ça là. Puis on se voit tantôt. Bye! Et arrêtez.